Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Monsieur Abdelmajid Tebboune, qui a été installé à la présidence de la République par l'état-major de l'armée, rappelons-le, et nous ne le rappellerons jamais suffisamment, qui a été installé par l'état-major de l'armée lors d'une élection massivement boycottée par les Algériens, a rendu une autre visite au ministère de la Défense nationale dont il est le ministre officiel. Et ainsi, Abdelmajid Tebboune, le président de la République algérienne démocratique et populaire, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'est rendu hier, mardi 18 janvier, au siège du ministère de la Défense nationale de la République algérienne démocratique et populaire, où il a commis un énième discours de la même insipide facture qui est la sienne. Un discours fleuve qui a suscité de nombreux commentaires au sein de ce qu'il est convenu de désigner sous les vocables de classe politique. La presse, hormis quelques titres qui se sont spécialisés dans le dithyrambe et la chitalogie et qui nous ont livré de la titraille en mitraille, et a été globalement très factuelle. Elle a juste fait état de cette visite. Et de fait, et comme il fallait s'y attendre, et comme à l'accoutumée, ce discours était truffé de sous-entendus, d'allusions, d'appels du pied, mais aussi de ses outrances, de ses excès de langage et de ses mensonges coutumiers au même personnage. Alors, avant de demander à nos invités de nous dire leurs sentiments sur le fond de ce discours, mais aussi sur celui de Saïd Chengareha, qui lui a répondu en quelque sorte, essayons d'abord d'asseoir le contexte dans lequel ces deux messieurs se sont exprimés l'un et l'autre. Tout le monde sait en Algérie que la guerre des clans au sein du pouvoir, donc au sein de la junte, au sein de l'armée principalement, que la guerre y fait rage, à un point tel qu'elle est descendue à des cercles subalternes, où tout le monde tire sur tout le monde, et où les spadassins des uns et des autres coteries, ne se refusent aucun moyen ni aucune méthode. La dernière sortie de l'ex-secrétaire particulier du défunt chef d'état-major laisse comprendre toute l'étendue des dégâts et comment l'arène s'est transformée en basse-cour. La condamnation à mort de ce secrétaire particulier, un ex-adjudant-chef, qui a porté des accusations très graves ou relativement graves contre les plus hauts gradés de l'état-major, même si ces accusations, pour nombreux observateurs, ressemblaient plutôt à des tirs à blanc, laisse voir l'état de panique de la junte, qui jusque-là faisait la pluie et le beau temps dans tout le pays. Tout le monde a aussi une idée, grosso modo, sur la topographie et l'environnement du paysage politique, si tant est que nous pouvons le qualifier ainsi. Autrement dit, la composante des clans, leur importance, leurs ancrages respectifs, grosso modo, est mise à part ce nomadisme clanique qui distingue désormais les appartenances des uns et des autres à un clan ou à un autre, aujourd'hui ou demain, grossièrement comme ça et à la louche, Chengareha et sa coterie semblent avoir rallié le clan de Tebboune et sa coterie. Soit dit en passant, Tebboune a acquis une certaine influence sur l'échiquier, que nous le voulions ou non. Il a acquis une certaine influence, pour ne pas dire une influence certaine. Il s'est en quelque sorte imposé par défaut.
parce que les équilibres politiques et tout particulièrement mafiocratiques ont horreur du vide. Deux clans qui ont donc besoin de s'unir pour pouvoir peser un tant soit peu sur la situation. Mais cette alliance reste très volatile parce que Chengueriha reste un chef d'état-major qui ne fait pas l'unanimité au sein du haut commandement. À plus forte raison, qui n'a pas pu s'imposer avec la même brutalité que son prédécesseur, sachant que dans ce milieu, la logique du mal alpha, du mal dominant, est obligatoire, voire décisive. À côté, ou plutôt en face, d'autres groupes de pression foisonnent, dont l'un, entre autres, relativement puissant et qui dispose d'une organisation tentaculaire, a réussi à s'implanter malgré la péremption annoncée de ses deux principaux barons, Tawfiq Inzar, qui agglomèrent autour d'eux de très nombreux généraux et officiers supérieurs qui ont beaucoup compté et beaucoup pesé et beaucoup sévi durant la décennie rouge. D'autres camarillas et autres chapelles militaires, particulièrement au sein de l'ex-DRS, et dont beaucoup de retraités, il faut le rappeler, ou de retraités qui ont été rappelés, et qui sont parfois antagonistes les unes aux autres, et où les accrochages et les prises de bec usent d'influenceurs civils, et autres relais des réseaux sociaux pour se voler dans les plumes. Et dans toute cette grosse pagaille, là où régnait il n'y a pas si longtemps un consensus d'acier, imposé par des personnages inflexibles, autant que très discrets, des poignards courbes dans des gants de velours, au sein donc de cette foire d'empoigne à laquelle nous assistons aujourd'hui, une nouvelle donne vient de faire son apparition et qui menace de tout chambouler. Il s'agit d'une fulgurante prise de conscience, d'une catégorie très importante et jusque-là très discrète, voire totalement silencieuse de l'armée. La grande masse des officiers supérieurs, de commandant à général et même plus, qui faisaient confiance à ces décideurs militaires et qui s'inscrivaient consensuellement et quasi mécaniquement dans les logiques du haut commandement sans aucun état d'âme. Jusque-là, cette grande masse avait pu être anesthésiée par la corruption de masse dont elle jouissait, un peu comme la corruption de masse rentière à destination de tous les Algériens, pour acheter la paix sociale, à coup de subventions et de facilitations diverses pour soutenir une consommation débridée et sans contrepartie de création de richesses. Il faut savoir, en effet, que l'exorbitant budget militaire ne sert pas qu'à acheter des armements, des dotations et des équipements militaires. Il ne fait pas que générer des milliards de dollars de commissions sur ces achats destinés à une élite parmi le haut commandement. Il sert surtout à arroser très généreusement cette grosse masse d'officiers supérieurs et même subalternes parfois, en privilèges en tout genre, soins de qualité, prise en charge à l'étranger, primes et indemnités en tout genre, cliniques militaires, maisons de repos, colonies de vacances, aides très substantielles à la construction de résidences de luxe, coups de pouce pour aider à la carrière des enfants et infiniment d'autres moyens pour anesthésier tous ces officiers et leurs familles. Mais avec la dégradation de la situation et le péril d'un naufrage annoncé de tout le pays, ces officiers commencent maintenant à prendre compte de la précarité de leur situation, en plus de s'inquiéter, de s'alarmer pour l'avenir de leur pays
menacé désormais d'une débâcle annoncée. Parce que tous ne sont pas logés à la même enseigne. Tous ne possèdent pas des résidences somptueuses à Barcelone ou des haciendas en Andalousie. Tous n'ont pas exfiltré leurs familles dans les plus belles capitales du monde, contrairement à tous les barons du régime qui se sont tous aménagés des bases arrières, qui se sont tous constitués des fortunes colossales. C'est de cette catégorie de militaires que sont nées les incertitudes des lendemains. C'est au sein de cette grande masse que se manifestent désormais les inquiétudes et un grondement annonciateurs de colère, voire même de panique. Dans les années 90, un même phénomène avait provoqué une réaction très brutale. Les décideurs d'alors avaient opté pour une méthode radicale. Des Tartags et d'autres assassins de masse avaient été missionnés pour faire taire toute voix discordante au sein des officiers. Des centaines, je dis bien des centaines, parmi ceux qui avaient manifesté le moindre mécontentement, avaient été assassinés sans autre forme de procès. Ce fut alors la paix des cimetières. Plus aucune velléité ne s'est manifestée. Mais nous n'en sommes plus là. Ces méthodes sont dépassées. Et c'est en partie ce qui explique cette visite de Tebboune, son discours et celui du chef d'état-major. Il faut rassurer dans les popotes. Il faut laisser croire qu'il n'y a pas danger en la demeure, que le clan Chengueriha Tebboune est le maître du jeu, que le tandem est très fort, qu'il maîtrise la situation, que les ennemis de l'Algérie guettent et que c'est contre eux qu'il faut se mobiliser. Sauf que ce n'est ni en miaulant, ni même en aboyant qu'il est possible d'éteindre cette très ample flambée de conscience qui se produit en ce moment même au sein de l'armée, au sein de tous les chefs opérationnels. Ils sont algériens, eux aussi. Et ils ne sont pas tous à vendre. Et ils ne permettront pas que leur pays sombre corps et biens pour avoir été fracassés contre les écueils de la mauvaise gouvernance par des gangs qui se sont improvisés commandants de bord et chefs suprêmes des forces armées. Tebboune Chengueriha, nous sommes en somme un vieux couple. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un vieil ami,
Habib Souaidia, ex-officier de l'armée algérienne. Omar Ait Mokhtar, militant politique, ex-candidat aux législatives. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Habib Souaidia, merci d'être des nôtres. Bonsoir à vous, Jamaldine, et bonsoir à vos éditeurs. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, Habib, comme ça, à chaud, votre sentiment sur cette visite de M. Tebboune, sur ce que ça veut dire, surtout que ça vient juste après ces fameuses révélations de l'ex-secrétaire particulier et confident d'Ahmed Gaïd Saleh, l'ex-chef d'état-major, de ces menaces à peine voilées, de ces promesses. Quel est votre sentiment au sujet de cette visite, de ce deux discours de Tebboune et de Chengreh? Premièrement, je voudrais juste préciser à vos auditeurs que Chengreh n'est pas seulement, peut-être au-delà de la vidéo, des vidéos qui ont été données par l'adjudant-chef récemment sur son implication dans la vente de drogue et autres. Chengreh, c'est avant tout un criminel de guerre. C'est un criminel de guerre comme fut le général Nazar, son chef direct, le général Nazar et le général Tawfiq. Et le haut commandement de l'armée actuellement, pratiquement, ils ont tous été impliqués dans les massacres, dans les enlèvements, dans les disparitions, dans la torture des centaines, des milliers, des centaines et des dizaines de milliers d'Algériens. Ça, il faut le rappeler parce qu'il y a une certaine amnésie en Algérie et c'est une amnésie que certains veulent imposer à tout prix au peuple algérien, à l'opinion nationale, internationale, pour nous faire dire que Chengreh est juste un vendeur de drogue. Non, Chengreh n'est pas un vendeur de drogue. Chengreh est un criminel de guerre comme tant d'autres généraux en Algérie. Chengreh, quand j'ai parlé de lui et de ses généraux, c'était en 2000-2001. Personne ne connaissait même pas son nom, ne savait même pas où il travaillait, ne savait même pas quelle unité il commandait. Et aujourd'hui, Chengreh... Vous en avez parlé dans votre livre La sale guerre? Ouais, je l'ai cité à plusieurs reprises, puisqu'il était directement mon chef, directement de l'unité opérationnelle qui opérait dans la région, dans le secteur opérationnel de Bouira et tout ça. Et donc, sur ça, j'en ai aucun doute là-dessus, et personne ne peut m'enlever ça de moi, ce que j'ai vécu et de ce que j'ai témoigné. Ça, c'est quelque chose que je voulais préciser. C'est pas des vidéos fabriquées ou des vidéos qui ont été envoyées ou des accusations à gauche et à droite. Et au-delà du personnage qui a parlé sur la corruption des généraux. Parce que souvent en Algérie, on aime parler de corruption de certains généraux et de ne pas parler des crimes de guerre de certains autres généraux. Et ça, malheureusement, c'est l'Algérie à double visage qu'on essaye de décrire aux gens et aux générations futures. Bon, ce qui concerne de la visite en apparence de chef de l'État Abdelmajid Tebboune, il voulait avant tout, je pense, afficher son soutien à son chef d'état-major, qui est le général-major Saïd Chengreh. Il a voulu afficher son soutien et le soutien qu'il apporte à son chef d'état-major dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est la première chose qu'il a voulu démontrer ou qu'il a voulu montrer à l'opinion nationale et internationale. Mais je pense que Chengreh, il a été affaibli encore par ces vidéos que personnellement je ne confirme pas et je n'affirme pas la véracité de ce qui a été dit. Je ne sais pas comment étaient les conditions dans lesquelles ont été diffusées ou les conditions qui ont fait sortir ces vidéos, mais Habib, vous pourrez reprendre le fil de votre démonstration, mais avant j'aimerais vous poser une question claire. Cette vidéo finalement, pour beaucoup de gens, n'a rien dit du tout. Par exemple, quand il parle de trafic de zotla, de cannabis avec le Maroc, le vrai problème c'est le trafic de cocaïne.
Or, il n'en a rien dit. Quand il parle de petits trafics à gauche, à droite, il n'a rien dit sur les commissions, sur les armements, qui se chiffrent en milliards de dollars. Il n'a rien dit sur les assassinats, sur la mort de Gaït Salah. Donc, finalement, c'est un peu cartouche blanc. C'est des tirs à blanc, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que au-delà de c'est-à-dire d'essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe, j'ai donné mon point de vue sur Shingriha. Shingriha, c'est un criminel de guerre. Et je pense que ça, au fait, juste cette accusation, que depuis 20 ans, je suis en train de parler sur ces accusations aussi graves que d'y aller vendre qu'un vendeur de drogue ou un voleur de poules. C'est plus grave que tout. Et quand on parle de ces accusations, elles sont avérées. Il y a des témoignages, il y a des écrits. Et tout ce qui a été dit, par exemple, par l'adjudant-chef, on le savait déjà. On connaît le tempérament de Shingriha, des généraux, de ce qui se passe, de la guerre des clans, de la corruption, de l'affaire de Zinjabil, de cocaïne qui est avec le général Kamal Abdelrahman, par exemple. Vous vous souvenez très bien de cette affaire, avant même l'affaire de cocaïne. On sait que le général Hassan, par exemple, transportait des armes, il faisait du trafic d'armes. Alors que en provenance de Libye, entre autres. Ouais. Exactement, il était avec le général Tawfiq. Ce qui est, pourquoi la vidéo, je pense qu'elle est de l'intérieur du système, elle a été fuitée de l'intérieur du système, parce que souvent ces gens-là, quand ils s'accusent soit de trafic de drogue, soit de détournement, de corruption, mais ils ne s'accusent jamais de crimes de guerre entre eux. Remarquez bien. Parce qu'ils sont peut-être tous concernés. Quand vous savez que la plupart de ces criminels de guerre ont aujourd'hui des résidences en Espagne, presque tous. Certains parmi eux ont la nationalité espagnole, donc ils se protègent les uns les autres. Ils ne veulent absolument pas qu'ils soient impliqués ou qu'ils s'accusent entre eux de crimes de guerre. Ils peuvent s'accuser de corruption, ils peuvent s'accuser de vente d'armes, ils peuvent s'accuser de trafic de drogue, mais ils ne peuvent jamais, entre eux, ils ne peuvent jamais s'accuser de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est très important. Et restez avec nous, Habib. Je reviens à vous dans un instant. Omar Ait Mokhtar, militant politique, ex-candidat aux législatives. Merci d'être avec nous, Omar Ait Mokhtar. C'est moi. Merci, M. Benchenouf, et bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Alors, Omar Ait Mokhtar, donc, quand nous faisons des émissions, nous essayons toujours d'inviter des personnalités ou des citoyens qui soient un peu du côté du régime, du moins qui essayent de le défendre, de lui trouver des excuses. Je ne vous cache pas que quand nous vous invitons, c'est dans cette optique-là. Mais ça ne veut pas dire que nous vous jetons la pierre. Bien au contraire, nous ne demandons qu'à être convaincus, si tant est que vous avez des arguments pour démontrer que nous sommes en train de dire du n'importe quoi. Omar Ait Mokhtar, d'abord, à chaud, votre sentiment sur cette visite de Monsieur le Président de la République, ministre des Affaires, ministre de la Défense, chef suprême des armées, etc. Monsieur Benchenouf, vous venez de donner la réponse à votre question. Donc, chef des armées, ministre de la Défense, donc il a été au ministère de la Défense, il est dans son rôle, donc voilà, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Et pourquoi n'a-t-il jamais visité un quelconque autre ministère? Pourquoi n'a-t-il jamais visité n'importe quelle autre ville d'Algérie? Pourquoi n'est-il pas allé aux Algériens? N'a-t-il pas marché au milieu des Algériens? Est-ce que vous pouvez nous dire? Pour essayer de comprendre. C'est une très bonne question. Je la pose à M. le Président de la République. Il faut qu'il aille dans les wilayas, il faut qu'il aille dans d'autres ministères, c'est très bien. Là, par contre, je suis d'accord avec vous. Vous voyez? D'accord. Mais maintenant, attends, il y a deux choses. Hein. Je viens d'écouter Souaidia, qui est un ex-militaire quand même. Hein. Oui, bien sûr. Une chose, c'est que, alors, on parle de cette vidéo de Garmet Bonouera. Vous dites bien qu'il n'y a rien de nouveau. C'est des accusations, c'est des cartouches à blanc, bon, tout ça. Et puis,
on parle aussi du président et du chef d'état-major. Bon, moi je ne suis pas... Moi, je veux parler du futur de l'Algérie. Comment on peut s'en sortir avec tout ça? Parce que s'attaquer à un général, on vise cette institution et on vise l'Algérie déstabilisée. Donc, avec tout ce qui s'est passé. Est-ce que cette vidéo de Bounouira, d'abord, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que ce n'est pas une commande? Est-ce que ce n'est pas un complot? Je me pose des questions. Quand on s'attaque comme ça à partir de la prison, comment il a été filmé? Tout ça, donc, avec des moyens technologiques aujourd'hui, on peut produire ce genre de vidéo. Hein. Donc, c'est un film, effectivement, c'est de la fiction. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, après, si vous dites que le contenu de cette vidéo est tangible, ça ne me regarde pas. Moi, je veux m'adresser au commandement militaire, au président de la République. Il faut apaiser la situation. L'Algérie est un grand pays. Nous pouvons faire un paradis de ce pays. Et monsieur Besnouf, moi je vous reconnais des compétences extraordinaires. Mais si vous dépensez toute votre énergie à dire qu'on peut faire quelque chose, d'ailleurs, dire on peut faire quelque chose sans eux, sans les gens qui sont en place, c'est une fiction, impossible. Donc, moi j'ai envie de faire avec eux. J'ai envie de changer la direction de l'Algérie avec eux. C'est-à-dire, c'est possible. Écoutons-nous, écoutez le peuple, écoutons-les. On ne va pas les faire fuir. Il y a un proverbe kabyle qui dit donc ça sert à quoi de raconter tout ça? Souaidia, il l'a écrit, il y a un livre, donc tout ce qu'il dit, il redit enfin la même chose de son livre. Nous sommes le seul... Oui, mais Omar Ait Mokhtar, il faut comprendre ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié leur vie entière, leur famille, qui n'ont plus mis les pieds sur leur pays comme si ce pays appartenait à cette mafia qui dirige le pays. Il faut comprendre que ces gens ne l'ont pas fait pour avoir de l'argent, ne l'ont pas fait pour monter en grade, ils l'ont fait pour voler au secours de leur pays. Il faut savoir aussi, M. Omar Ait Mokhtar, que critiquer le chef d'état-major ne veut pas dire critiquer l'armée. Critiquer Tebboune ne veut pas dire critiquer l'Algérie, c'est l'inverse. Critiquer une mafiocratie, c'est être aux côtés de son pays et de sa patrie. Monsieur Benchenouf, je crois. Monsieur Benchenouf, l'Algérie a une présidence, il y a un président. Donc vous, si je vous suis bien, on va donc mettre fin aux fonctions du président de la République, on va mettre quelqu'un d'autre qu'on va choisir. Ne perdons pas de temps, il y a la présidence, il y a un président qui l'occupe. C'est très bien, mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Parce que dire on va enlever l'état-major, tout ça, ce n'est pas réaliste. Moi, je suis réaliste. Je ne rêve pas. Je rêve quand je dors. Je ne rêve pas debout. Est-ce que vous êtes d'accord avec le slogan du Hirak Madaniya Machi Askariya? Mais écoutez, vous savez, le Hirak a fait perdre à l'Algérie 3 ans. On sort dans la rue Madaniya Machi Askariya, c'est ce qui a été dit d'abord. C'est Abban Ramadan qui a dit ça. Bon, écoutez, 3 ans, on ne s'est pas mis d'accord. Vous voyez, les civils, donc c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, on n'a jamais été d'accord, on n'a rien construit, il n'y a aucune feuille de route. Tous les vendredis, Madaniya Machi Askariya, on rentre à la maison. Et le résultat est nul. Et nul de chez nul. On n'a pas avancé. Eh bien, je reviens à vous dans un petit instant. Omar Ait Mokhtar, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Brahim Younsi. Merci Brahim Younsi d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau, de façon presque successive. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Brahim Younsi, comme les 2 autres invités qui vous ont précédé, donc votre sentiment comme ça d'abord, d'une façon générale, sur cette visite, sur ces discours de M. Tebboune, de M. Chengriha? Je crois que Habib Souaidia, que je salue, est plus légitime que moi pour parler de l'armée. Et il a décrit l'armée à laquelle il a appartenu.
Et il a dit de façon claire que la visite, si ce n'est pas une convocation, nous parlons de visite, il a probablement été convoqué pour apporter un soutien visible, explicite, en tout cas par l'image, au chef d'état-major Chinguiriha. Habib Souaidia a 1000 fois raison d'appuyer sur les crimes et le crime de guerre. Nous savons que Chinguiriha et Souaidia est plus légitime pour le dire, est un criminel de guerre. Et c'est plus important, même si la drogue, la cocaïne en particulier, tue. Et tue des dizaines ou peut-être des milliers de personnes. Mais Chinguiriha a commis avec d'autres, ses supérieurs et ses subordonnés, des crimes horribles, des crimes atroces, pour lesquels il n'est pas jugé. Et non seulement il n'est pas jugé, mais il n'a pas cessé de bénéficier de promotion jusqu'à devenir le chef d'état-major. Cette armée, nous la connaissons et nous voyons au fur et à mesure que le temps passe la gangrène de cette armée avancée. Bien entendu, vous venez de le dire, que nous ne critiquons pas l'armée. Non, l'armée est critiquable quand elle doit être critiquée. Le système politique est critiquable quand il doit être critiqué. À travers ce chef de l'État qui n'a pas été élu, qui est illégitime, nous dénonçons un système illégitime. On ne focalise pas sur la personne de Tebboune qui n'est strictement rien dans ce jeu de qui. Parce que nous assistons à un jeu de qui va faire tomber qui. Voilà la problématique qui se pose. L'armée devrait être un simple instrument, comme disait le juriste français Duguit, un instrument inconscient entre les mains du pouvoir civil. Et Duguit disait que je voudrais que l'armée soit un bouton électrique sur lequel le gouvernement civil peut appuyer. Or, qui a le pouvoir et le pouvoir de décision? C'est l'armée, c'est l'état-major, c'est le commandement militaire. C'est le commandement militaire qui détient la souveraineté de ce pays, c'est tant est qu'il y a une souveraineté, et je pense que nous allons revenir tout à l'heure, parce que Abdelmadjid Tebboune, dans son speech, dans son discours, je mets des guillemets, a employé des concepts qui ont une signification, notamment celui fasciste de l'État fort. Et bien entendu de la souveraineté pour dire... Brahim Younsi, je me permets de vous interrompre. Je vais vous passer une vidéo, justement, un extrait, et je vous rends la parole au sujet de ce qu'est pour lui une démocratie. Nous allons écouter M. Tebboune. أسس الدولة الديمقراطية قلتها ونزيد نكررها أمامكم يستحيل باش تكون ديمقراطية مع دولة ضعيفة. الدولة الضعيفة تجيب الفوضى وتجيب تنازلات على المبادئ. الدولة القوية هي اللي تحمي وتسمح وتخلق الفرص تاع تأسيس ديمقراطية حقيقية اللي تخلي كل المؤسسات حرة وتشتغل والفرد الجزائري حر في أفكاره، حر في العمل تاعو، حر حتى في التعاليق نتاعو، حرية التعبير. Alors, Brahim Younsi, justement, vous avez bien fait de soulever cette question. Il ne dit pas de démocratie dans un État faible, oui, mais qu'est-ce que c'est un État fort d'abord, pour pouvoir comprendre, est-ce que c'est l'injustice, l'anarchie, une justice aux ordres qui envoie les gens en prison, le bridage de la presse, la création de faux moujahidines, le mensonge institutionnel, le captage de la mémoire nationale, le dahdouhisme, le terrorisme de propagande.
est-ce que c'est ça l'état fort de M. Tebboune ou est-ce que c'est plutôt autre chose et vous allez nous dire? L'état fort, c'est son bras armé. Vous savez, nous parlons d'autorité. Et vous savez et je ne fais que citer le philosophe Michel Serres, l'autorité, c'est l'auctoritas. Et l'auctoritas vient du verbe latin augere. Et le verbe augere en latin veut dire augmenter. Donc l'autorité, c'est celle qui élève. Et Michel Serres dit, c'est celle qui grandit l'autre. Or, chez nous, l'autorité militaire en particulier, et singulièrement, elle ne grandit pas l'autre. Elle ne l'élève pas, elle l'écrase, elle le rabaisse, elle le réduit dans sa dignité et dans sa quotidienneté. Voilà la différence. Et cet état fort, je vais citer Mussolini qui a écrit là-dessus, qui a parlé de l'état fort, qui a forgé la conception de l'état fort. C'est un concept fasciste, l'état fort. Beaucoup parlent de l'état fort sans savoir de quoi ils parlent souvent, parce que l'origine, c'est Rome, et bien entendu, nous savons que Rome a fondé le César, le césarisme, c'est le fascisme, c'est l'ancêtre du fascisme. Benito Mussolini dit le fascisme veut que l'État soit fort. Et c'est ce que répète, comment s'appelle-t-il, Tebboune. Or, un État aujourd'hui, prenons l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas forte par son armée, bien qu'elle ait une armée assez forte. Elle est forte d'abord par sa production militaire, par la production de son armement qu'elle exporte. D'autre part, un pays, de façon générale, bien sûr que certaines puissances, elles ne sont puissances que parce qu'elles ont des armées fortes, mais des armées fortes qui n'importent pas leur matériel militaire. Et un État fort, et un État qui a force, il est d'abord par son économie, par sa recherche scientifique, par son système de santé, nous le voyons aujourd'hui, par sa culture et sa philosophie. Si je continue sur l'Allemagne, l'Allemagne est à l'origine, sur le plan philosophique, de 3 révolutions philosophiques. Kant, Hegel, Marx. Toute la philosophie elle est allemande. C'est dire que, et la culture que diffusent les autres, et nous sommes forts en rien, nous sommes forts en importation. D'autre part, l'armée elle-même n'est pas forte, n'est pas souveraine, parce qu'elle importe tout son matériel militaire, tout son matériel de défense. Et d'autre part, elle est dépendante du prix du baril. Pourtant, Tebboune, parlant de l'armée, parle de son haut professionnalisme. De son professionnalisme. Comment l'a-t-il su? Comment peut-on calculer? Est-ce qu'on peut calculer le haut professionnalisme d'une armée en fonction de ses acquisitions militaires? Comment peut-on savoir d'une part. D'autre part, ce qui est insensé, presque risible, quand il dit notre armée est pacifique. Quelle est l'armée au monde qui peut être pacifique et très forte et qui donnera des leçons, etc. Nous allons voir quelques extraits tout à l'heure. Brahim Younsi, restez avec nous. Avant de donner la parole à Habib Soueidia, je vais lire quelques commentaires qui sont tombés sur ma page sur l'émission, sur le titre notamment de l'émission. Tebboune Chingriha, nous sommes un vieux couple. Mo Nagui, il a rendu visite au quartier général de son grand parti qu'il a désigné à la tête du pays. L'oublié de la République, en attendant la journée internationale des laissés pour compte. Dahi ou Arras, unis pour le meilleur et pour le pire, le meilleur pour eux et le pire pour notre pays. Allah la trebbaham, alliance contre nature. Tej Habib, vieux et pas très en forme. Shafia Gambour, dommage, j'adore cette chanson, la chanson que vous avez entendue, nous sommes ensemble un vieux couple, elle dit qu'elle ne correspond pas à ce que nous avons montré d'image. Karim Saada, comment les Algériens acceptent ça?
Saïda et Ammar ou Ali contre les hommes qui ont pris l'habitude de baisser les chines devant leur maître accèdent au pouvoir, ils deviennent des tyrans. Zarrouk Ben Mokhtar, moi, je peux dire que ces deux spécimens d'êtres humains ne sont pas faits pour gouverner un pays tel que l'Algérie, c'est trop lourd pour leur gabarit. Belkacem Mohamed, preuve que la présidence vole au secours des Changuereha. Mina Mzian, faudrait définir qui est qui. Paxé contre la volonté populaire et associé pour la perte certaine du pays. À leurs âges, j'aurais souhaité, comme bon nombre d'Algériens d'ailleurs, qu'ils réfléchissent avec sagesse à une transition démocratique afin de veiller au bon fonctionnement des institutions. Habib Souaidi, un commentaire avant que je vous pose une question que je vous destinais. Juste un petit commentaire dans ce qui suit directement sur le discours de Tebboune et sur Dawla al-Qawiya, ou l'État fort. L'État fort dans les pays démocratiques et dans les puissances qui se trouvent aujourd'hui, un État fort est un État de droit, M. Benchenouf. C'est un État qui se pose sur le droit et non sur le char, sur la répression. C'est ça l'État de droit. C'est ça aussi l'État fort. L'État fort, c'est un État qui applique le droit, qui respecte ses citoyens. Regardez par exemple comment ça fonctionne la justice algérienne. D'une manière générale, regardez par exemple juste le deux poids deux mesures de cette justice qu'on utilise pour réprimer les Algériens. Est-ce que dans un état de droit, on peut, par exemple, juger un général comme le général Tawfiq, le mettre en prison pour haute trahison, et 9 mois après, 10 mois après, on le fait sortir de cette prison sans aucune condamnation et on le remet en liberté. Alors qu'un sergent-chef ou un adjudant, il est condamné à mort. Comment? Et Nazar qui revient par le tapis rouge et l'avion présidentiel. Non. C'est-à-dire, regarde, la notion de la justice, comment elle est. Cette notion de justice, comment elle est. On juge un citoyen comme s'il était un haut responsable ou un fonctionnaire. Et on juge un haut fonctionnaire comme on juge un simple citoyen. C'est le problème de cette justice et de cet État en Algérie. C'est-à-dire que le plus puissant, il est libéré, il a les moyens d'être libéré. On le libère, on le juge, même si on essaye de le juger, on ne le juge pas. Mais un citoyen simple, on le juge et on le condamne à mort, ou on le condamne à 20 ans de prison, ou on le condamne à des amendes faramineuses comme on a fait avec Abdallah Ben Aoun. C'est-à-dire que un État fort, en principe, un État fort, c'est un État de droit. Si tu as le droit... Oui. C'est clair. Tu es dans le droit, c'est-à-dire on ne peut pas juger les gens selon ce que le chef veut ou selon ce que le chef il veut imposer à la gente. Qu'est-ce qu'elle fait la justice depuis maintenant 2 années, 3 ans, ou depuis maintenant 30 ans ou plus? Elle juge les gens selon leur appartenance. Si tu n'es pas un responsable, si tu n'es pas, par exemple, ou Yahya, ou si tu n'es pas général Tawfiq, on te juge comme si tu es un responsable ou un haut fonctionnaire de l'État. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est que ces gens-là, ils vivent au-dessus des lois. Oui. Alors, Habib, et vraiment, cette question vous est vraiment destinée, puisque vous êtes un ex-officier de l'armée algérienne, que vous connaissez l'armée de l'intérieur. Jusque-là, il y a une grande masse, et depuis que vous êtes parti, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, les généraux se comptent par centaines, les officiers supérieurs se comptent par milliers, les officiers subalternes se comptent par dizaines de milliers. Jusque-là, la grande masse des officiers supérieurs, de commandant jusqu'à général, peut-être même jusqu'à général-major, complètement invisible, complètement inaudible. Pourquoi ? Pour la plupart d'entre eux, faisaient leur travail, considéraient que c'est des soldats, qu'ils doivent obéir, qu'ils ne doivent pas faire de la politique, mais surtout parce qu'aussi, ils jouissent de très grands privilèges.
que personne ne dit, hein, puisque personne n'est habilité à vérifier, contrôler le budget de l'armée. Ils ont beaucoup de choses qui ne sont pas dans leur fiche de paie, qui ne sont pas connues des Algériens, profitent beaucoup. Mais maintenant, cette grande masse des officiers supérieurs, qui ne sont pas tous en France, en Espagne, en Amérique, en Allemagne, un peu partout dans le monde, qui n'ont pas des fortunes à l'étranger, qui n'ont que leur pays, dont les familles sont au pays. Maintenant, cette grande masse d'officiers a peur pour la suite. Parce que là, c'est l'annonce, c'est l'instant T, comme ils disent, mais instant T, c'est pas l'instant time, c'est l'instant Titanic. Et donc, ils ont très peur pour leur pays. Ils savent que demain, leurs chefs vont se sauver, qu'ils ont leur base aérienne là-bas, mais qu'eux, ils vont se retrouver en Algérie face à leur peuple. Est-ce que maintenant, il est en train de se produire, Habib Soueidia, une vraie prise de conscience politique au sein de cette grande masse d'officiers supérieurs, mais aussi de cette grande masse d'officiers subalternes? Je ne pense pas qu'il y a un affolement ou une peur à l'intérieur de l'institution militaire. Je pense plutôt que certains généraux qui tiennent aujourd'hui les rênes du pouvoir, et à leur tête le général Ben Attou Boumedjine qui détient tous les services de renseignement sous ses ordres, puisqu'il est devenu coordinateur des services de renseignement à la présidence de la République. Je pense que la plupart des gens, ils ont peur maintenant même même un officier de police judiciaire. Si vous lui dites d'enquêter sur tel ou tel général, il va vous dire moi j'ai pas l'habilité à faire ce genre de travail, puisque on voyait déjà que beaucoup de généraux et de colonels et des officiers de police judiciaire, même ceux qui ont arrêté le général Tawfiq, sont aujourd'hui dans la prison militaire. Donc il y a à cet instant même, pendant ces moments graves de l'histoire de l'Algérie, il y a une sorte d'épuration à l'intérieur de l'institution militaire. Et tous ceux qui ne sont pas avec le nouveau mode de fonctionnement de cette institution, je pense qu'ils vont être écartés ou écrasés ou mis en prison. Et ça fait peur effectivement de ce point de vue sur les gens qui veulent résister ou qui veulent peut-être combattre la corruption ou tout ce que vous faites ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que actuellement il n'y a pas de je pense pas que l'armée ou que les généraux, que ces généraux-là, ils sont capables de faire quoi que ce soit à part de courber les chines à leurs supérieurs et d'exécuter les ordres comme pendant les années 90 où c'est le genre de. D'ailleurs, cette armée a toujours conditionné ses officiers pour être obéissants. Être obéissant, c'est être discipliné pour eux. Être obéissant comme Chingriha, comme il l'était pendant 30 ans maintenant, c'est courber les chines et exécuter les ordres sans aucun remords. Et la plupart de ces gens qui sont à l'intérieur de l'institution militaire, ils ont peur pour leur et ils n'ont pas aucune personnalité qui peuvent, par exemple, se demander qu'est-ce que je fais dans cette armée où on discute même pas les ordres d'un chef qui donne des ordres pour assassiner des gens. Est-ce que ce n'est pas généralisé? Est-ce que ce n'est pas mettre tout le monde dans un même sac quand on sait qu'il y a des généraux intègres, honnêtes, qui avaient une idée de l'obéissance et de la discipline, mais qui n'en sont pas moins honnêtes? Je ne pense pas qu'il y a le moindre général intègre aujourd'hui dans l'institution militaire. Je pense que tout le monde, actuellement, a la peur au ventre d'être arrêté et d'être mis en prison parce qu'un jour il a fréquenté tel ou tel général où il a des idées politiques différentes de celles de Chingriha ou du général Tawfiq. Je ne pense pas que à l'heure actuelle, qu'il y a des généraux, des officiers supérieurs capables d'être honnêtes. On les a vus. Alors, Habib, je vais vous poser une question très importante. Je profite de votre présence avec nous. Comment expliquez-vous ce retour, ce rappel
de généraux génocidaires, assassins de masse, qui avaient été mis à la retraite, qui sont partis à la retraite, dont certains se sont installés en Espagne, mais aussi ailleurs, dont certains ont même pris la nationalité espagnole, et qui ont été rappelés, qui se sont vus confier des missions comme de l'antiterrorisme, alors que l'antiterrorisme n'existe pas, qui aujourd'hui pèsent de tout leur poids et qui sont craints, y compris par des généraux dans l'opérationnel. Comment expliquez-vous ce rappel de ces généraux génocidaires? Parce que ces généraux, ils sont, ou ces officiers supérieurs, ils sont pour la plupart des criminels, comme vous l'avez dit. Et donc le régime a besoin de ce genre d'inargument. Ce genre de gens. Pourquoi? Est-ce qu'ils se préparent à un autre épisode violent ou comment? Oui, non. Qu'est-ce qu'ils pourraient en faire? Pour eux, être un boucher, c'est de l'expérience. Être un tortionnaire et un manipulateur et un menteur, c'est de l'expérience professionnelle. Ils prennent des bourreaux comme des professionnels. Par exemple, regardez, quand vous voyez que Nazar a pu fuir l'Algérie et qu'il revient après avec les honneurs, vous vous dites, ce pays marche sur la tête. Ce pays marche sur la tête. Khaled Nazar, tout le monde connaît Khaled Nazar, tout le monde connaît Tofir, tout le monde connaît Tartak. Et en plus, le fait que ce pays, il marche sur la tête, c'est qu'il est tenu par des criminels qui ont laissé la place à d'autres criminels qui ont participé à un certain moment au massacre, à la sale guerre et qui sont aujourd'hui à la tête de l'état-major. Il y en a une dizaine ou une vingtaine. Personnellement, j'en connais parmi eux certaines personnes qui ont même, pendant les événements d'octobre 88, ils ont massacré des civils. Ils ont massacré des gens algériens et aujourd'hui ils sont à la tête d'unités ou de régions militaires. Mais c'est un pays au fait où l'impunité a été ancrée pendant plusieurs années et que ces généraux-là, ils croient que pour eux, ils sont plus malins que les autres ou ils sont plus intelligents que les autres, alors qu'ils sont vraiment les premiers des criminels. Et le régime, on a besoin de ces crapus. Et restez avec nous. Finissez votre phrase, Habib. Malheureusement, je ne peux pas rester encore longtemps, Monsieur Benchenouf. Excusez-moi pour cette. D'accord. Coupure. Mais je tiens à préciser quelque chose, tout simplement. Les régimes autoritaires, ils ont besoin des criminels pour faire passer sa politique. Il a besoin de ces gens-là. Ces gens-là sont le socle de cette armée aujourd'hui. Vous prenez par exemple Chingriha ou Samia ou Tumsani ou Hambli ou n'importe quel autre général. Tous ces gens-là, ils ont participé à la guerre. D'une manière ou d'une autre, ils sont impliqués dans, que ce soit la torture, les exécutions ou les opérations clandestines à l'intérieur de l'armée. Et les chefs d'état-major et tous ces gens-là le savent. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais on fait comme si rien n'était et on continue à utiliser ces gens-là. Habib, on profite encore de votre présence parmi nous. Quels sont les clans en présence? On parle de clan Tebboune Chengriha, de l'autre côté Ben Ali avec quelques généraux autour, de l'autre côté un Nazar Toufir, de l'autre côté des clans en secondaire composés des ex-DRS qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, qui se tirent dans les pattes. Mais d'après vous, quels sont les clans les plus influents aujourd'hui qui sont sur la place? Je pense que maintenant, actuellement, les clans, ils sont en train de se reconstituer les cartes. Ils sont en train encore toujours de se distribuer entre les gens. Mais on voit pas, jusqu'à l'heure actuelle, on voit pas, par exemple, des hommes, c'est-à-dire des généraux forts comme c'était l'habitude avec Lazar ou Mohamed Ammari ou Tawfiq ou autres. Mais ils se constituent et tout ça, ça se fait par étapes. Je pense qu'ils sont en train de faire le grand nettoyage à l'intérieur. Ils n'ont plus les moyens de leur méthode. C'est fini la manne financière qui permettait d'huiler les engrenages et d'arroser tout le monde. Maintenant, c'est vrai que le budget militaire n'a pas été touché. Il dispose encore de beaucoup d'avances et de possibilités de corruption, mais
C'est plus comme avant. Oui, c'est plus comme avant et ça va changer. C'est ce que j'étais en train de dire, que les cartes, elles se distribuent autrement. Il y a d'autres personnages qu'on voit, comme celui du général Ben Atto Boumediene, qui était viré en 2018 par Gaïd Salah et qui est aujourd'hui conseiller et coordinateur de tous les services de renseignement algériens, et que c'est lui qui autorise ou qui demande au président de la République, il lui a pratiquement donné plein pouvoir, au lieu qui demande à la présidente de la République d'organiser le Haut Conseil de sécurité, de voir dans telle ou telle, par exemple, telle question sécuritaire, ou telle question sécuritaire, ou telle question, ou telle autre question sécuritaire. Donc, ils sont en train de changer la donne. Je ne sais pas comment ça va évoluer dans l'avenir prochain, mais je pense que nous sommes toujours dans une période de transition. Il n'y a pas encore quelque chose. Il y a les coups bas, il y a des choses qui se passent, mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, et le vrai changement, il a été occulté par ces gens-là qui veulent absolument garder le pouvoir et rester au pouvoir, voilà, malgré que le peuple ne veut pas de cette situation. Habib Souaidia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous reviendrez plus souvent. Merci beaucoup, Habib, au plaisir. Alors, je vais revenir à Omar Hayat Mokhtar, mais avant, nous allons regarder ensemble quelque chose d'absolument fabuleux. Fabuleux. Vous connaissez M. Chorfi, le président de ce machin de surveillance des élections, qui passe son temps à nous parler de Rabbi, de Allah ou l'Amana, et dont tout le monde sait qu'il couvre les élections, la fraude électorale d'une façon absolument honteuse, odieuse, ignoble. Pardon d'être aussi direct et de dire les choses comme elles sont. Mais là, il vient de faire une déclaration. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse juste écouter, mais écoutez très attentivement parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, comme on dit. Écoutez-le, M. Chorfi. أمس فقط تأتيني رسالة من اللجنة المركزية للانتخابات تاع روسيا، تاع دولة روسيا، تطلب باش دير علاقات تعاون مع السلطة المستقلة. أمس فقط. Voilà, ce monsieur nous dit que la Russie, la structure centrale des élections en Russie et tout, l'ont contacté pour lui demander d'aider la Russie à organiser des élections avec une aussi belle efficacité que celles qui viennent de se passer en Algérie. Ce que nous ne comprenons pas, c'est est-ce qu'ils lui ont fait recours, lui ont demandé son assistance, parce que réellement ils croient qu'il est réellement dans la surveillance des élections telle qu'on nous le dit, telle qu'elle est théoriquement véhiculée, ou est-ce que peut-être la Russie lui a demandé de leur apprendre comment trafiquer les élections, la fraude, avec une telle assurance, et en venant comme ça nous regarder dans le blanc des yeux pour nous dire, même la Russie elle nous demande de l'aide pour leur montrer, pour leur apprendre comment faire des élections honnêtes et transparentes et sincères. Omar Hayat Mokhtar, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie, même si ce n'est pas dans notre sujet, de M. Chorfi, dont la Russie vient de demander l'aide pour organiser des élections aussi sincères, aussi transparentes qu'en Algérie? Votre sentiment sur ça? Vous savez, les élections en Algérie, moi ce que je remarque, d'ailleurs je peux critiquer les élections étant candidat. Vous savez que moi j'étais candidat, je n'ai même pas pu voter moi-même, je le répète à chaque fois. Hein. Mais ça c'est grâce au peuple, ça c'est grâce au peuple. C'est pas à cause de l'autre, c'est le peuple qui n'a pas voulu que des élections truquées à l'avance se passent. Mais je vous laisse excusez-moi, pardonnez-moi. L'essentiel, c'est que les assemblées élues ont été renouvelées. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale, l'Assemblée communale, Wilaya et tout ça, tout a été renouvelé. Mais vous êtes en train de parler de la qualité des élections. Mais vous ne votez pas. Et vous voulez juger les élus et le déroulement des élections. C'est absurde. Donc maintenant, pouvoir faire des élections... Non, on les laisse... pardon, Omar Hayat Mokhtar. Non, on les laisse entre eux. On les laisse entre eux. Faux élus avec faux électeurs, avec faux organisateurs. Nous, on n'en a rien à faire.
Nous, on attend le retour du Hirak. Vous savez, donc, écoutez, l'essentiel pour moi, il y a un Parlement. Après, on peut discuter toute la nuit de la qualité de ce Parlement, des élus, tout ça, machin, des gens qui sont placés, comme vous voulez. Mais le mérite, il faut un Parlement, il y est, il faut un président, il y est. Mais rassemblons-nous sur l'essentiel. Moi, il y a un président de la République, qu'il soit bon ou pas, c'est à nous de proposer. Vous savez, là j'ai écouté Habib Souaidia, il dit la même chose. Dans son livre, il y a 10 ans, qu'il a quitté, enfin, des années qu'il a quitté l'armée, il vient à Paris, il raconte toujours la même chose. Alors, il oublie juste une chose, quand on s'attaque aux généraux, machin, qu'ils soient bons ou pas, ce qu'il dit vrai ou faux, le problème n'est pas là. Mais on vise l'armée. C'est à Habib Souaidia ou à nous qui sommes en train de débattre sur un média qui est à Londres ou à Paris, enfin à l'étranger, de changer les généraux qui sont au commandement militaire et tout ça. Donc, ça, je trouve ça aberrant. Mais non, mais c'est pas aberrant. Habib Souaidia est un Algérien et un homme d'honneur pour beaucoup d'entre nous. Le Maghrébia, elle est constituée majoritairement, ne serait-ce que pour les émissions qui traitent de l'Algérie, d'Algériens. C'est normal, c'est notre droit de parler de notre pays. Et je vous rajoute encore quelque chose. Si nous faisons ce débat sur l'Algérie, moi je considère que vous, M. Benchenou, vous aimez l'Algérie, comme moi, je ne l'aime pas plus ni moins que vous. Donc vous voulez Barakallahu fik. Merci. Mais bien évidemment. Mais faire la description de la situation, machin, truc et tout ça, nous sommes en train de nous attaquer à l'Algérie. Parce que moi, par exemple, le retour... Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous ne nous attaquons pas à l'Algérie, nous nous attaquons à la mafiocratie qui dirige l'Algérie. Il y a une grosse différence. Monsieur Benchenou, allez-y. À partir du moment où vous savez qu'on ne peut pas changer ce que vous êtes en train de dire. Moi, par exemple, Nazar, il est revenu. Il est bon ou pas bon, je n'ai pas à le juger. Tawfiq, il est revenu, c'est ce que vous dites. Moi, je préfère qu'il soit carrément aux commandes, à émenir. Il n'y a rien à cacher. Par contre, ils connaissent le pays mieux que nous. Ils connaissent le peuple. Ils savent ce que c'est que l'Algérie. Ils ont la responsabilité d'aller de l'avant parce que ce pays mérite d'être une puissance mondiale. Elle doit être dans les 10 premières puissances mondiales. Voilà ce que je vois. Donc, que ça soit tout fait au Nazar ou je ne sais qui est en commande, ils ont la responsabilité de revenir dans le classement des meilleures puissances mondiales économiquement parlant. Après, entre nous, je vous assure, monsieur Benchenou, j'ai beaucoup de respect pour vous avez des compétences. Moi, je vous vois, pourquoi pas, carrément ministre de la communication de notre pays. Parce que mais il n'est pas question de moi, Omar El Mokhtar, il n'est pas question de moi. Moi, je suis un journaliste parmi tant d'autres. Le problème est ailleurs. Ces gens sont illégitimes. Omar El Mokhtar, je vais vous laisser tout le temps de vous exprimer. Ces gens, moi, j'aimerais que nous puissions parler. Pas un dialogue de sourds. Vous dites ce que vous voulez, moi je vous écoute pas, et moi je dis ce que je veux, vous ne m'écoutez pas. Je veux qu'on s'écoute. Moi je suis en train de vous dire que beaucoup d'Algériens sont en train... Vous dites si on peut échanger, à la limite, d'accord. On fait tout pour que ça change, pour que ce pays ait la chance de s'en sortir. Parce que ce pays, c'est un peu comme un autobus rempli de monde, sans frein, qui est dans une pente raide, qui fonce droit à tombeau ouvert sur un mur avec ces gens-là qui ne savent pas conduire, ces gens-là qui sont des voleurs, des assassins, des criminels, des menteurs. On peut leur donner tous les vocables négatifs du monde, qu'on ne serait pas injuste avec eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour que ça change. Ils ne se battent pas pour rien, juste pour le plaisir de déblatérer. Ils se battent pour que ça change. Et la première des qualités de ces gens qui font tout pour que ça change, c'est que quand ils se parlent, ils invitent des gens comme vous qui sont de l'autre côté pour essayer de se parler, que nous puissions nous parler les uns les autres. Peut-être qu'on va finir par vous convertir, Omar El Mokhtar, qui sait? Rien n'est impossible. Non, mais monsieur Benchenou, moi je sais ce que vous voulez, mais le problème,
le changement, le chemin que vous prenez est une impasse. Vous n'êtes pas réaliste. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. Le changement, moi, je le veux bien, mais comment? Alors, s'il faut casser, je ne peux pas. Moi, c'est inconcevable pour moi. C'est-à-dire faire des omelettes sans casser deux. Je l'imagine un peu, c'est absurde de ma part, mais c'est pour sauver ce pays, l'améliorer, à ce qu'on vive bien, le peuple vit bien dans ce pays qui est merveilleux, nous sommes obligés de faire des concessions et de dire nous pouvons faire quelque chose ensemble. Si vous voulez éliminer ceux d'en face, vous n'y arriverez jamais et c'est impossible. C'est vérifié, c'est depuis l'été 62. Ça continue, c'est de pire en pire. On revient, on casse, on revient. Mais Omar El Mokhtar, pardonnez-moi. Pendant le Hirak, le Hirak, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ces gens, il leur a dit, venez qu'on discute pour une transition. Une transition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ancien part doucement et le nouveau arrive doucement. Le nouveau laisse le temps à l'ancien de partir. Il y a même des conditions qui sont négociées. Comment on vous laisse partir? Peut-être on ne va pas vous inquiéter. Mais les autres, ils ont dit non, il n'y a pas de transition. Transition est devenu un mot obscène. Du temps de Gaïd Saleh, qui dit transition, tu vas en prison. Donc c'est eux qui n'ont pas voulu discuter. Ce n'est pas le peuple. C'est pas le Hirak, au contraire. Le Hirak, il voulait une assemblée constituante. Le Hirak, il voulait qu'il parte et qu'il négocie, qu'il soit d'un côté de la table face à des vrais représentants du peuple. Mais ces gens, ils ont dit non. Il n'y a que nous ne partons pas, nous ne partirons pas. Et les autres, c'est des mercenaires, c'est des agents du Merzen, de la France, du sionisme, de patati, de patata. Eh bien, écoutez, c'est un langage de sourd. Le Hirak, évidemment, moi, vous savez très bien que je ne suis ni du Hirak, je n'ai jamais marché et je suis contre, je savais que ça on rentrait dans le mur et c'est ce qui s'est passé 3 ans de perte. C'est depuis l'été 62 qu'on vit de transition en transition réellement. Le problème, c'est qu'on ne s'est jamais dit on peut faire quelque chose même si nous n'avons pas les mêmes visions. Moi, je ne peux jamais faire un complot à l'Algérie. Alors, faire un complot ou dire aux gens qui gèrent aujourd'hui, vous allez partir, pour moi, c'est un complot parce que c'est irréaliste, c'est impossible. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Je sais qu'ils ne partiront pas. Celui qui veut changer de système, et je ne sais pas, il rêve. Mais par contre, changer le système, c'est possible. C'est-à-dire faire des propositions, encore faire des propositions et ne pas sombrer dans cette attaque. On fait peur. Si le peuple fait peur à ses dirigeants, on alimente un bras de fer éternel, on le perpétue, on ne règle rien. Et restez avec nous, Omar El Mokhtar. Oui, finissez votre phrase, s'il vous plaît. Non, mais ça fait 3 ans que ce Hirak et tout ça, les gens qui descendent dans la rue, personne n'est d'accord avec personne, personne n'aime personne, que des divisions en division. Oui, on accuse le pouvoir de faire le travail. Bien évidemment, il est dans son rôle. Mais le Hirak, pour moi, c'est une aberration. Voilà, tout simplement. Et restez avec nous. Je vous rappelle juste que le Hirak a été divisé, qu'il y a eu des problèmes. C'est le régime qui a tout fait pour diviser le Hirak, qui a semé la zizanie, la discorde, la karahia, le uqd, la haine. C'est le régime. Il est spécialisé en ça. Il ne sait faire que ça d'ailleurs. Il ne sait rien faire d'autre. Demandez-lui de construire un pont, il vous construira un mur. Brahim Younsi, je rappelle d'abord que le Hirak n'a pas échoué, contrairement à ce qu'est en train de dire notre ami Omar Mokhtar, et que beaucoup d'Algériens sont en train d'attendre le 22 février prochain, qui pourrait être une réponse à ce genre de discours. Brahim Younsi, commentaire d'abord, avant que je vous pose de questions en particulier. Pas spécialement de commentaires, mais c'est juste pour revenir au thème précédent sur la force et la puissance et la souveraineté de l'Algérie.
on peut se poser une question simple. Quelle est l'influence aujourd'hui de l'Algérie dans la sphère qui devrait être sa sphère d'influence? Quelle influence l'Algérie a aujourd'hui sur son espace maghrébin? Zéro. Quelle influence a l'Algérie dans un espace qui lui est naturel? La région, le continent, en Afrique? Zéro. Zéro. C'est dire que ce dont on parle... Vous oubliez la Méditerranée. Oui, absolument, mais sans parler de la Méditerranée, parce qu'en Méditerranée, pardonnez-moi, je ne veux pas mépriser l'Afrique, mais en Méditerranée, il y a de grands pays, il y a de grandes puissances. Vous n'allez pas vous comparer à l'Italie, vous n'allez pas vous Mais c'est comparer zéro à aussi, je voulais dire. C'est zéro aussi. Oui, c'est oui, zéro absolument. aussi. Mais Ouais. c'est moins que zéro. C'est moins que zéro. Malheureusement. En Méditerranée. Ouais. Parce que vous avez de grands pays, de grandes puissances, à la fois militaires et économiques. L'Italie, l'Espagne, la France et j'en passe. C'est dire que l'Algérie n'a aucune influence et si elle était souveraine, elle a une souveraineté, on lui a accordé une souveraineté aménagée. C'est-à-dire qu'elle peut être souveraine pour mettre ses opposants en prison. Elle peut être souveraine pour, j'allais dire chaparder, pour détourner l'argent de l'État, les deniers publics. Elle est souveraine sur le mal qu'elle fait au pays. Voilà sa souveraineté. Vous avez employé tout à l'heure une expression que j'ai oubliée, mais je vais répondre d'une certaine façon. Les militaires algériens et ceux qui se revendiquent du pouvoir de façon générale, c'est soit des chats qui aboient, soit des chiens qui miaulent. C'est ça ce à quoi ils sont aujourd'hui réduits. C'est des chiens qui miaulent ou des chats qui aboient. C'est quand même terrible. Vous savez, je suis presque sûr que l'État militaire qui est celui qui nous opprime finira comme la Prusse. Voilà, qui sera dissous. D'autre part, on parle des puissances passent par leur armée, comme le fait d'ailleurs Tebboune. Je vais citer le cas du Pakistan. Le Pakistan est-il une puissance qui compte dans le monde? Pas du tout. Pas du tout. Alors que le Pakistan a une des armées les plus fortes. Il a la bombe atomique. Alors que sa population crève de faim. Il n'a ni économie réelle, ni puissance économique, ni production qui tient la route. Alors, comparons ce qui est comparable. Ce n'est pas parce qu'on a... Et en plus, l'armée algérienne, elle est forte, et je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'elle ne produit pas même les Kalachnikov qu'elle utilise. Même si son habillement ne vient pas en totalité des fabriques algériennes. C'est dire que nous sommes dépendants et nous continuons à être dépendants. On nous a octroyé une souveraineté aménagée et pas plus. Brahim Younsi, quels sont vos pronostics? Bon, tout le monde sait que la situation actuelle est explosive. Tebboune est en train de se vanter. On a prédit que nous allions nous effondrer alors que nous avons rétabli la balance commerciale, que nous sommes en positif, alors que tout le monde sait que c'est absolument faux. Ce sont des évolutions très factices qui ne veulent rien dire, que si vous allez au fond, c'est réellement le contraire. Quand on a réduit, par exemple, la facture des importations jusqu'à aller aux médicaments pour les cancéreux, ce qui a produit des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers, de morts
notamment parmi les enfants cancéreux, on ne peut pas venir se vanter d'avoir réussi à faire évoluer la situation économique. Quand on dit, on lance une sommation à certains secteurs de passer de l'énergie actuelle à l'énergie solaire en 3 mois, ça laisse supposer tout le sérieux. Mais sinon, Brahim Younsi, la situation est gravissime. Les Algériens sont en train de basculer dans la misère par millions. La situation se dégrade de toutes parts. C'est réellement titanique à l'instant T. Mais d'après vous, comment faire pour éviter une telle bérésina? Comment faire pour que les Algériens puissent prendre leur destin en main, même s'ils auront devant eux des décennies d'efforts à fournir, d'austérité, de ce rage de ceinture? Comment voyez-vous, vous, Brahim Younsi, la possibilité de s'en sortir, de faire de ce pays ce qu'il mérite d'être, un État démocratique, prospère, où règne la justice sociale, où règne la fraternité entre tous les Algériens? D'abord, ce pouvoir veut guérir l'Algérie et le peuple algérien en le tuant. Il ne sera guéri que lorsqu'il sera mort. C'est quand même quelque chose, et c'est la pratique d'aujourd'hui. Comment en sortir? Vous avez parlé hier du contrat national de Rome. Le contrat national de Rome, non seulement offrait, depuis 1995, depuis janvier 1995, une solution, une issue, une porte d'entrée et de sortie de la crise, et une porte d'entrée vers un autre monde, un monde de la paix, un monde de la conciliation et de la réconciliation. Et puis, un monde, et vous l'avez remarqué, je vous ai écouté un peu hier, mais malheureusement, parce que le contrat national de Rome, qui reste encore valable aujourd'hui, a tracé, a mis un cadre dès le départ, et on pourra, je ne vais pas revenir sur votre débat d'hier, mais dès le départ, il a mis un cadre des valeurs et des principes. Et ce cadre des valeurs et des principes, que les téléspectateurs relisent le contrat national, et puis, à partir de ce cadre des valeurs et des principes, il décline toutes les solutions. Et ces solutions sont encore aujourd'hui, nous sommes quoi, le 19 janvier 2022, valables, applicables. Et ce type de solution qui convient à notre pays et qui remettra l'Algérie dans le sens de l'histoire. Parce que il y a longtemps que nous avons quitté le sens de l'histoire, et tout simplement l'histoire. S'en sortir, c'est que le pouvoir en place, le pouvoir militaire, accepte de se retirer, d'aller s'occuper de la chose militaire, c'est sa fonction. C'est ce qui, en principe, il sait le mieux faire, et non pas gérer les affaires de la cité. Les affaires de la cité, c'est le gouvernement civil, un gouvernement civil élu par sa population, un gouvernement civil qui émane de la volonté du peuple. Merci. En dehors de la volonté du peuple, il n'y a plus de solution possible, ou il n'y a pas de solution possible. Il faut revenir à la volonté populaire, et c'est cette volonté populaire qui doit primer. Merci Brahim Younsi. Omar El Mokhtar, en moins d'une minute, le mot de la fin, s'il vous plaît. Monsieur Benchenout, je suis optimiste. D'abord, il faut produire un débat constructif qui sert à faire avancer l'Algérie, donner les raisons qualitativement et quantitativement. Qu'est-ce qu'on a dans ce pays, au lieu de m'occuper à juger l'institution ou les généraux et tout ça, on perd notre temps et c'est impossible. Moi, je pense que la meilleure richesse d'un pays est son peuple.
nous avons cette communauté algérienne que vous connaissez très bien, M. Benchenouf. Elle peut apporter énormément à l'Algérie. Elle a des personnalités éminentes qui peuvent rendre service à notre pays. Et je souhaite de l'apaisement, je souhaite un débat, à ce que les prisonniers soient libérés, à ce que ceux qui s'appellent opposants, parce qu'il suffit de piquer une crise de nerfs, ah vous êtes un opposant, non, on doit les dirigeants algériens doivent être cléments et je souhaite une entente de tous les Algériens. Du moment que si nous faisons ces débats, c'est parce que on aime ce pays. Je n'ai jamais douté et la façon de faire n'est pas la bonne et ça dure depuis l'indépendance. On ne s'est jamais mis d'accord, c'est terrible, c'est révoltant. Merci. On peut s'entendre. Monsieur Benchenouf, merci beaucoup. Donc on souhaite tout le bien pour notre pays. Inch'Allah, bi'Allah. Merci beaucoup, Aït Mokhtar. Vous avez dit quelque chose de très beau. La seule richesse et la plus belle richesse d'un peuple, d'un pays, c'est son peuple. C'est très vrai. Merci beaucoup, Omar Aït Mokhtar. Merci beaucoup, Habib Souaidia. Merci beaucoup, Brahim Younsi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Nous sommes honorés de pouvoir rentrer chez vous. J'espère qu'un jour viendra où nous vous apporterons la bonne parole, où nous vous apporterons l'espoir et la promesse de l'aube enfin venue. Merci beaucoup. Bra al khair.